quantité à remettre à chaque poste d'équipage. Chaque cuisinier retournait à son poste d'équipage et apprêtait de son mieux les morceaux de cartillage et de gras, les pois ou les pâtes avec les suppléments. Unijambiste ou autrement handicapé, le cuisinier du navire les déposait dans une grande marmite de cuivre pour les faire bouillir, légumes, pois ou pudding compris. Ces rations fournissaient 2900 calories par jour, à condition que les marins puissent tous les manger, ce qui n'était pas toujours le cas. La première chose qu'ils faisaient en quittant leur navire ou lors des rares permissions à terre était invariablement de s'empiffrer. Un autre élément à tenir compte est l'amélioration de la qualité de la nourriture à bord qui a été attribuable aux nouvelles techniques de la conservation des aliments. En 1944, on a fondé l'école de cuisine de la MRC dans le département de l'enseignement ménager de l'Institut technique de Toronto. En janvier 1945, une des cuisines du Cornwallis est passée sous le contrôle de l'école d'instruction en approvisionnement. Au moment de l'unification, la marine, de même que la force aérienne et l'armée, ont demandé à l'Office des normes générales du Canada qu'il rédige une norme sur les achats de nourriture par les forces canadiennes. Cette norme prescrit la quantité et la qualité des aliments à utiliser pour constituer les barèmes de rations quotidiennes, de sorte que le personnel puisse bénéficier d'un régime nutritif. Nous avons rencontré le maître première classe Carol Cadwell, cuisinière en chef à bord du NCSM Charlottetown. Elle nous a accordé quelques minutes pour répondre à nos questions. Officier marinier Cadwell, expliquez-nous la vie à bord. Il y a beaucoup de vagues, surtout au large des grands bancs de Terre-Neuve. La mer est dure là-bas. Le navire est ballotté par la houle. Nous avons un feu basculant dans ce coin là-bas. Un jour, nous avons pris une très grosse vague sur les grands bancs et l'appareil a été soulevé comme ça, puis il est retombé. Il est retombé exactement au même endroit. Il n'y a pas eu de dommages. Par gros temps, il faut empêcher les casseroles de valser dans tous les coins quand le navire est ballotté par les vagues. Nous avons des nappes antidérapantes que nous posons sur les tables pour que les casseroles et les bols ne glissent pas de la table quand nous nous éloignons un peu, mais évidemment, il faut aussi bien les tenir. Nous pensons au moral. Nous ne voulons pas que les gars à bord du navire mangent mal avant de prendre leur quart. Nous voulons qu'ils aient des repas vraiment bons. Nous ne voulons pas qu'ils soient de mauvaise humeur. On m'a dit que vous aviez un projet. Vous préparez quelque chose? Nous partons pour 5 semaines en Europe et je suis en train de lire un livre du Dr. Phil. Je me dis que ce serait bien pour les militaires. Alors j'en ai parlé au commandant, je lui ai proposé un plan. J'ai aussi demandé l'aide du médecin de bord parce que je ne voulais pas réaliser ce projet toute seule. Après tout, il s'agit de la santé des gens. Je veux lancer ce que j'appellerais le défi européen d'amaigrissement. Nous allons proposer aux membres de l'équipage de perdre tout le poids qu'ils croient avoir en trop ou autant que ce que le docteur juge qu'ils peuvent perdre en 5 semaines. Nous allons nous parrainer les uns les autres et recueillir les fonds que nous donnerons ensuite à une œuvre de bienfaisance. Ce n'est pas tant que nous voulons recueillir de l'argent pour un organisme de bienfaisance, mais nous voulons que le personnel soit en forme et adopte un style de vie plus sain. Expliquez-nous ce que vous faites avec votre équipe pour entretenir le moral à bord. J'insiste pour que les cuisiniers servent les membres de l'équipage avec le sourire. Ce n'est pas agréable de se faire servir un repas par quelqu'un qui a l'air maussade. Vous êtes loin de chez vous et les repas sont meilleurs quand ils sont servis avec le sourire. C'est sans doute la meilleure façon d'entretenir le moral. Le soir, il y a divers endroits sur le navire où nous pouvons offrir une collation et nous avons des favoris, des recettes qui passent de navire en navire au sein de la flotte. Parfois, nous servons des ailes s'il y a du hockey, et le soir de la Coupe Grey, nous faisons toujours quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'un nouveau cuisinier devrait savoir lorsqu'il est affecté à un navire? Il va devoir faire preuve d'autonomie. Il va travailler son équilibre parce que s'il n'y pense pas, même si vous le lui avez dit, il va tout renverser sur le pont et il va devoir recommencer sa recette. Ça ne lui arrivera qu'une fois si vous lui dites à quoi s'attendre. On lui a déjà appris les techniques de cuisine à Borden, alors il suffit de le superviser. Nous avons d'excellents chefs d'équipe ici. 2 jeunes viennent de nous arriver de Borden. Ils commencent à peine dans le métier et ils font un excellent travail depuis qu'ils sont ici. Ils se lèvent le matin entre 5h et 5h30. Le cuisinier de nuit descend les réveiller. Ils se lèvent, ils prennent une douche, ils mettent leur tenue. Il leur faut généralement 5 ou 10 minutes pour bien se réveiller, puis ils se présentent à la cuisine.
Un des cuisiniers commence à préparer le déjeuner et s'assure que tout sera prêt à temps. C'est lui qui va servir le déjeuner au grade subalterne. L'autre cuisinier qui commence le matin s'attaque immédiatement aux préparatifs du dîner. Il fait la soupe et vérifie si le reste du repas de midi est prêt, parce que c'est le cuisinier de nuit qui l'a préparé. Il termine les préparatifs en vue du service. Et quel équipement avez-vous à bord? Nous avons de grands fours, des fours superposés, des fours à convection. On peut y mettre de 10 à 12 plateaux d'aliments, de grands plateaux. Nos grilles ne sont pas des Black & Decker, ce sont de gros appareils. Ils ont probablement la taille de votre comptoir à la maison. Nous en avons 2. Nos friteuses sont comme celles que vous pouvez voir chez McDonald's ou dans n'importe quel casse-croûte où l'on sert des frites. C'est un équipement industriel. Compte tenu de votre expérience dans le métier, que pensez-vous de la vie de cuisinier dans la marine? Ceux qui veulent devenir cuisiniers dans la marine, qu'ils viennent à Charlottetown. Nous allons leur montrer comment les choses se passent. Les cuisiniers sont extraordinaires. Ce sont les officiers préposés au moral. À certains égards, les besoins en services d'alimentation sont les mêmes pour tous les armées de l'air et n'ont pas beaucoup changé depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons toujours besoin de prendre des repas équilibrés, préparés comme il se doit et bien présentés. Tout ce qui a vraiment changé est la technologie. Premièrement, le besoin varie selon le type de mission, comme les chasseurs de la Première Guerre mondiale et du début de la Seconde. Beaucoup de chasseurs n'effectuent que de courtes sorties de l'ordre d'1 heure et 1 heure et demie, après quoi ils rentreraient à la base pour refaire le plein de carburant et d'armes et repartaient. Dans un tel scénario, les services d'alimentation se doivent de préparer des repas rapides pour toute la durée de l'opération. Mais pour les patrouilles à long rayon d'action, comme celles menées par le commandement de l'aviation côtière pendant la Seconde Guerre mondiale, les longs vols d'approvisionnement vers le Japon durant la guerre de Corée, et pour les opérations des aéronefs modernes de patrouille à long rayon d'action, on a besoin de repas légers et d'un type de ration qui peuvent être préparés sur des poêles rudimentaires embarqués à bord des aéronefs. En 1939, une étude commandée par le ministère de la Défense a permis d'améliorer un peu la situation. Et en 1942, les rations présentaient une valeur nutritive beaucoup plus grande. En temps de guerre, la demande de cuisiniers dépasse largement l'offre. C'est pourquoi on a fondé au milieu de 1941 l'école de cuisine de l'ARC à Guelph, en Ontario, où 2540 cuisiniers ont été formés. Au même moment et en accord avec la nouvelle philosophie de l'alimentation, on a offert un cours de recyclage pour les cuisiniers déjà qualifiés à la base de Trenton. Pour faciliter davantage le recrutement des meilleurs candidats et reconnaître le caractère essentiel du métier, on a relevé en 1943 l'échelle des salaires à l'échelon supérieur. Dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale, les Canadiens qui ont servi dans les escadrons de l'ARC mangeaient des repas préparés par des cuisiniers britanniques. Les Britanniques servaient 4 repas par jour. Ce programme ne plaisait pas aux Canadiens qui, par surcroît, n'aimaient pas les mêmes choses que les Britanniques. En 1944, 12 officiers féminins de la Restauration ont été envoyés en Angleterre pour organiser le service pour les 4 bases principales et les 12 bases secondaires du 6e groupe de bombardiers de l'ARC et servir des repas avec un goût canadien. Malgré les graves problèmes d'approvisionnement en rations et en denrées, y compris le café, la viande et le lait frais, ces femmes ont accompli tout ce qu'on attendait d'elles et même plus. Après la guerre, on a révisé le barème de rations en janvier 1949 afin d'autoriser une plus grande liberté dans l'élaboration des menus. Nous sommes à la 8e escadre Trenton dans le secteur de la cuisine Yukon, où l'on prépare les aliments qui seront servis en vol. Les commandes pour les vols me sont envoyées par les opérations de l'escadre, par télécopie. Je prends la télécopie et je la distribue à 3 sections des services d'alimentation en vol. Il y a la section du cuisinier, où les mets sont préparés, puis la section réservée à la 2e étape, où nous préparons les plateaux et où nous ajoutons les condiments. Et puis, il y a le secteur des services de la flotte. C'est là que tout est vérifié avant le départ et c'est encore vérifié lorsque les repas arrivent à l'aéronef. Il y a donc 3 vérifications. Une fois dans les airs, l'avion ne reviendra pas. Pendant les heures de travail, c'est le personnel régulier qui s'en occupe
mais chaque cuisinier de la cuisine Yukon à la 8e escadre reçoit une formation spéciale pour l'alimentation en vol. Les cuisiniers reçoivent des instructions sur une fiche 455 qui nous indique combien de repas chauds il faut préparer. Les repas chauds sont préparés ici, puis ils sont surgelés et rangés au congélateur jusqu'au moment où il faut les mettre dans les porte-plateaux qui seront embarqués à bord des aéronefs. Nous avons 2 catégories de menus. Les menus pour l'équipage, où il y a 17 choix, et le menu réservé aux passagers, avec 8 repas différents. Il y a aussi le repas AC. C'est un repas différent destiné aux pilotes ou aux copilotes. Le pilote et le copilote ne peuvent pas manger la même chose. Si jamais il y avait un empoisonnement, quelqu'un doit pouvoir poser l'appareil. Si le pilote et le copilote ont consommé la même chose, les deux risquent d'être malades. Il faut donc servir des repas distincts. Ils n'ont pas le choix parce que cela vient de la cuisine. Nous n'avons pas le droit d'y toucher ici, au service d'alimentation en vol. Ce repas est préparé à la cuisine et il est apporté à la dernière minute et emballé dans un contenant distinct, puis embarqué à bord de l'appareil. Voici un appareil de surgélation où tout se fait de façon électronique. Les repas sont placés sur des plateaux, les plateaux entrent dans le surgélateur et en 5 minutes, les mets sont surgelés. Lorsqu'ils sont bien gelés, on les sort du surgélateur pour les placer dans des porte-plateaux et les ranger dans ce congélateur-ci où ils seront conservés jusqu'avant le départ du vol. Nous recevons constamment des demandes spéciales. Les principales concernent des mets végétariens ou les allergies. Cela est inscrit sur la 455. En général, la demande nous parvient 2 ou 3 jours avant le vol. Nous pouvons donc préparer un mets spécial, commander quelque chose ou aller en ville et acheter quelque chose qui convient. Nous recevons les mets et nous les plaçons dans de la glace sèche. Les plateaux sont prêts et sont tapissés d'un revêtement antidérapant. On y met un jus, tous les condiments, un CFC. Tout cela est déposé sur les plateaux. Puis les plateaux sont placés dans les porte-plateaux et les porte-plateaux sont rangés de l'autre côté. Nous indiquons sur la 455 que tout a été fait. Nous recevons aussi des demandes de paniers repas. Ces paniers repas sont généralement destinés aux membres de l'équipage, comme goûter ou alors pour un vol d'instruction où on ne peut pas servir de repas chaud. Le cuisinier et son assistant travaillent ensemble. C'est la phase 2. Tout se fait en même temps. La préparation et la phase 2 se font en même temps et puis il y a la flotte. Le service de la flotte est responsable de tout ce qui ne se rapporte pas aux aliments proprement dits. Il y a les sacs à ordures, les plateaux de plastique et les tasses en carton. Le cuisinier doit veiller à ce que tout arrive en même temps au bon endroit. Il y a aussi les suppléments entre les repas, c'est-à-dire les collations. Nous y mettons un café, un thé ou un jus de fruits et un biscuit. Il en faut un pour chaque heure de vol. Le cuisinier dirige toute l'opération jusqu'au moment où le repas sera effectivement chargé à bord du camion et hors de vue. C'est à ce moment que le cuisinier cesse d'assumer la responsabilité. La responsabilité passe alors à l'équipage de chargement et à l'équipage de réception qui doivent tout vérifier à nouveau. C'est sans doute la 4e ou la 5e fois que tout est vérifié. Les repas sont chargés 1h30 avant le départ, de sorte que s'il y a des problèmes, nous disposons d'1h30 pour les corriger. Après le vol, le personnel nous rapporte tout. Il nous rapporte tous les porte-plateaux, tout nous revient. Cela se fait dans le secteur des services de la flotte. L'équipe des services de la flotte décharge, nettoie et range tout. Lorsque tout a été nettoyé et bien rangé, nos responsabilités à l'égard de ce vol prennent fin et pas avant. Vous savez, faire la cuisine à partir d'une cuisine de campagne demande une certaine habileté. En plus de faire face à des conditions climatiques et d'avoir à aimer la campagne, le cuisinier demeure immanquablement le moral de la troupe. Mais d'autres défis se présentent au métier de cuisinier et celui-ci est d'être personnel navigant à bord des avions. J'ai rencontré pour vous 2 cuisiniers de l'armée qui ont décidé de relever ce défi et d'être cuisiniers à bord du Challenger au 412e escadron de transport à Ottawa. La responsabilité de Flight Steward, c'est la sécurité avant tout. Ensuite, les mesures d'urgence en vol et puis le service aux VIP et puis leur confort. Ici au 412, on transporte tous les dirigeants du Canada, le gouverneur général, le premier ministre, ensuite tout le cabinet gouvernemental. Une mission sur un Challenger peut commencer de 3 heures à 12 heures, tout dépendant de la durée de la mission, qui qu'on transporte, si c'est un code 1, un code 2, si on traverse l'océan ou si on va juste à Toronto. Ça peut jouer entre 3 et 12 heures. Même si aucun vol se ressemble, ce travail demande beaucoup de préparation du début jusqu'à la fin.
Maintenant que l'avion est prêt à partir, il ne reste plus qu'à attendre pour les dignitaires. Bonjour, Madame la ministre. Monsieur. Madame la ministre, puis-je vous débarrasser de vos bagages? De votre porte-manteau, de votre manteau, monsieur? En cas d'urgence, notre sortie principale sera la porte par laquelle vous êtes entré. Si elle est obstruée, nous utiliserons la sortie située au-dessus de l'aile. Elle se trouve derrière vous, monsieur. Aujourd'hui, Madame la ministre, nous volerons vers Washington. Durant le vol, qui durera 1h15, nous vous servirons un repas chaud. L'endroit que possède le cuisinier pour préparer son repas demeure très restreint, ce qui demande de la planification et de l'organisation. Madame la ministre, puis-je vous offrir quelque chose à boire? Voilà, Madame la ministre. Je vous en prie. Excusez-moi, Madame la ministre. Je dois remettre votre table en place. Nous amorcerons bientôt notre descente. Je vais vous débarrasser de votre verre. Veuillez attacher votre ceinture. Nous amorçons notre descente. Bonne soirée, Madame la ministre. Monsieur. Maintenant que nos dignitaires ont vaqué à leur occupation et que le vol est terminé, nous passons à la phase finale de la mission, c'est-à-dire au nettoyage. Mais il s'agit également de tout remettre en place